le burn-out, quoi. Voilà, j'ai plus envie de courir, plus de m'entraîner, j'ai plus goût à rien. Il y a quand même pas mal qui sont tombés dedans. Je pense que l'ultra-endurance, l'endurance en général, c'est un peu l'école de la vie quand même, en termes de rigueur, ponctualité, d'objectifs, de réalisation, d'accomplissement. Et je fais un bilan avec elle, bilan nutritionnel. Et sur un mois, bon, on calcule les calories que je dépense tous les jours et puis ce que j'apporte, quoi. Et en fait, j'étais à la cave. Hein. Je finissais mes journées avec un déficit de 2 ou 3 000 calories, quoi. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peace and Flow. Aujourd'hui, j'accueille Maxime Grenaud, un ultra-trailer de haut niveau, kiné et ostéo spécialisé dans le traitement des pathologies liées au sport d'endurance. Il a également cofondé Alpi Training, qui a pour ambition de devenir l'application d'entraînement en course à pied numéro 1 sur le marché. Dans cet épisode, vous allez découvrir la frontière entre sport santé, plaisir et performance, comment prévenir au maximum les problèmes de santé, physiques et mentaux liés à la course à pied. Les avantages et inconvénients d'utiliser une application d'entraînement comme Alpi Training versus un coach personnel. Sur ce, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier mon entrevue avec Maxime Grenaud. Bonjour Maxime, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Elodie, merci à toi. Super content d'être là. Alors, est-ce que je peux te laisser te présenter pour démarrer, s'il te plaît ? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Moi, c'est Maxime, j'ai 34 ans, ouais, 34. Ça commence à faire vieux. Je suis athlète en trail, en ultra trail, au sein du team Odlo Alpi. Mais avant tout ça, je suis kinésithérapeute, ostéopathe et préparateur physique. Voilà, j'aime bien les études, et j'aime bien ce domaine, enfin ces domaines en tout cas de la science, du médical et sciences de l'entraînement. Donc du coup, j'essaie d'allier les deux côtés en jonglant un petit peu avec le côté sportif de haut niveau et côté médical et la préparation physique. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu c'est quoi toi ton histoire avec le sport et comment tu t'es pris de passion pour la course à pied et le trail en particulier ? Ouais, moi je suis un chanceux, moi. Quand on était plus jeune, on s'en rendait pas compte, mais aujourd'hui, avec un peu de recul, je vois que j'ai eu de la chance, cadre familial hyper cool, 2 frères, 2 sœurs, sportifs, des parents sportifs qui nous ont toujours pas poussé, mais toujours accompagné en tout cas dans le sport. Et du coup, mes parents faisaient de la course à pied quand ils étaient plus jeunes, et moi, actif, hyper actif peut-être, j'ai toujours aimé courir partout, jouer au foot avec les copains. Et puis quand j'avais 10 ans, je jouais au foot, un peu comme tout le monde, et mes parents m'ont amené à une compétition de cross-country, donc, et encore aujourd'hui ça existe toujours, compétition qui faisait 2-3 km, j'avais 10 ans, et ma mère m'a mis sur la ligne de départ, elle m'a dit bon voilà, il y a 2 tours à faire mon grand, et puis on se voit à l'arrivée. Et puis j'ai gagné la course, alors du coup quand t'as 10 ans, t'es tout content, tu vas sur le podium, t'as une petite médaille, on parle un peu de toi, enfin c'est rigolo quoi. Donc moi en fait j'ai appris à aimer à courir parce que j'ai gagné des courses en fait. Et après toutes les courses du coin, je les gagnais une par une, et puis du coup c'était un peu t'étais la petite star des 3 communes autour de la maison si tu veux quoi, tu vois, auprès des copains à l'école, c'était un peu ça. Et après je suis rentré au collège, j'ai continué à courir, j'ai commencé à intégrer un club de course à pied, où là à l'époque tu passes un peu par toutes les disciplines, hein, le cross-country en hiver, puis après en été tu fais aussi bien une lancée de javelot que du 100 en hauteur, du 100 en longueur, du sprint, du demi-fond, enfin du demi-fond très court à l'époque parce qu'on était jeunes. Et du coup j'ai évolué comme ça dans le sport endurance, mais à côté quand même j'ai toujours aimé le sport dans sa globalité, on va dire. Je suis un amoureux du sport, et du coup je pratiquais tous les sports scolaires. Donc pour ceux qui sont de la même génération que moi, il y avait l'UNSS, et du coup tous les midis il y avait le handball, le basket, le volley, le badminton, enfin tout ce qu'on voulait, et moi je les faisais tous. Je les faisais tous, et mes parents m'emmenaient tous les mercredis après-midi à une compétition différente. Mais en parallèle, il y avait toujours la course à pied était quand même le fil conducteur, on va dire. Et du coup, j'ai fait mes années de collège, lycée comme ça, avec plus ou moins de résultats, parce qu'il y a une période où tu en as un petit peu marre de courir, t'as des copains, t'as des copines, tu commences un peu à faire la fête comme tout le monde. Puis moi j'aimais bien ce côté-là quand même, faire la fête. Et du coup, ça m'a privé de quelques beaux résultats des fois. Mais du coup, j'ai évolué comme ça, même jusqu'au lycée. Et à la fin du lycée, je fais les sélections pour les championnats d'Europe de course en montagne à l'époque. Et je me qualifie en équipe de France de course en montagne, donc en 2007.
Et du coup, j'ai déjà ce penchant pour partir vers l'outdoor, sortir un peu du cadre de l'athlète et partir plutôt sur la course en montagne, qui était les prémices du trail, hein, ni plus ni moins. Et du coup, bah, je prends une sélection en équipe de France de course en montagne. J'intègre l'équipe, il y a un staff médical, et du coup aussi ça a guidé après mon choix d'études, en tout cas, mon choix de carrière. Et, euh, et du coup, par la suite, voilà, je fais un d'Europe où je participe. Et après, donc je suis en fac de sport ensuite. Fac de sport, après, je pars en école de kiné. Et du coup, là, je cours un peu moins parce qu'il faut quand même bosser un minimum. Et puis, réussir quand même ses études. Donc, moi, j'ai toujours eu ce côté de je vais valider mes études, je vais valider quand même les diplômes que je vais faire avant de repartir sur du haut niveau. Donc, il y a eu quelques années où j'ai un petit peu moins couru, un peu moins participé à les compétitions. Mais du coup, il y a toujours en coin de ma tête, c'était voilà, dès que je termine ces diplômes, je fais ce qu'il faut pour aller jouer devant sur les compétitions. Et du coup, en même temps, le trail s'est développé. Donc, voilà, à l'époque 2007, 2008, 2009, on parlait des courses de 30, 40 km, c'était beaucoup. Puis aujourd'hui, c'est le quotidien, on va dire. Donc, ça a un peu changé. Et du coup, moi, je suis diplômé de kiné en 2014. Après, je m'installe sur Annecy en 2017. Je fais l'école d'ostéo en parallèle, mais j'avais quand même du temps pour m'entraîner. Et du coup, à ce moment-là, je remonte un peu les distances. Et puis après, je suis passé sur l'ultra trail en 2019 avec une TDS, pour ceux qui connaissent un petit peu, avec un beau gros résultat. Et du coup, j'intègre le team TSL à l'époque. Donc team élite, voilà, avec tout ce qui va avec, super cool. Puis après, je progresse dans ce milieu-là, avec 2 UTMB, une Swiss Peaks, un record très à des Vosges, des distances qui s'allongent, et beaucoup de plaisir là-dedans. Des hauts, des bas pour les performances, que tout n'est jamais tout rose dans le sport de haut niveau, surtout dans l'ultra. Puis aujourd'hui, tu vois, je reviens d'une blessure là, donc je me fais repérer du genou il y a 6 mois en arrière pour une petite bêtise de ma part, donc je découvre aussi ce côté la résilience et du coup l'apprentissage d'être patient dans la reprise du sport, et d'être patient aussi voilà, je suis pas kiné ostéo aujourd'hui, c'est moi qui suis patient, donc c'est assez rigolo aussi. Ok. Donc voilà. Ah, je serais curieuse de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui t'anime profondément dans ce sport. Tu nous as dit que ce qui t'avait un petit peu piqué au départ, c'était le plaisir de gagner. Aujourd'hui, j'imagine que la motivation ne vient plus que de là. Alors pourquoi tu cours aujourd'hui? Ouais, je cours parce que en fait j'aime ça, et encore une fois là je suis à la période où je peux pas faire ce que je veux en course à pied parce que je suis blessé, et du coup c'est encore là que je me rends le plus compte. Autant il y a des périodes où tu t'entraînes beaucoup, voilà, depuis t'enchaînes les compétitions où tu te dis bon, s'il y a encore un sens à ça, est-ce que je suis fatigué quand même, tout ça. Puis finalement en fait quand tu peux plus le faire, tu te dis non, en fait c'est ça que j'aime, c'est vraiment ça. Et bon, bien sûr, hein, j'aime toujours, j'aime la compétition, j'aime gagner, j'aime le fait de mettre un dossard et d'aller jouer devant, à la bagarre. Ça, c'est sûr que pour moi, c'est le fil conducteur, hein. Voilà, clairement, c'est la pierre angulaire pour moi, dans ma pratique à moi. Mais il y a aussi ce côté, j'aime beaucoup l'entraînement. J'ai beaucoup appris à aimer m'entraîner, tant dans l'apprentissage que la physiologie de l'effort, la préparation physique, le chemin pour aller vers la compétition, on va dire. Avant, je ne posais pas trop la question, je m'entraînais et puis voilà. Aujourd'hui, voilà, je me questionne beaucoup sur qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que je peux améliorer pour être plus performant. Et le cheminement pour aller à la compétition, il est hyper important maintenant, alors qu'avant, c'était pas le cas. Donc aujourd'hui, je dirais, je m'entraîne. Je cours parce que j'aime courir, mais j'aime m'entraîner aussi, passer du temps en montagne, passer du temps avec les copains à l'entraînement aussi. Et j'ai besoin de ça, quoi. J'ai besoin de ça aussi pour mon équilibre perso. Et si je fais pas 2-3 heures par jour, des fois, je me dis, il manque un truc quand même. Ok. Ce serait quoi maintenant les prochains objectifs pour toi? Est-ce que tu en as? Ouais, bah oui, il y a toujours un paquet, ouais. Vu que moi, là, en fait, quand je vais revenir de blessure, ça va être, entre guillemets, nouvelle carrière, avec des nouvelles armes. Parce que j'ai fait des bêtises, j'ai fait une belle bêtise, c'est pour ça que je suis blessé aujourd'hui. Mais du coup, ouais, m'écouter un peu plus, quand il y a des bobos, quand il y a des petites gênes, moins être, voilà, de ne pas m'obliger à m'entraîner si ça va pas. Et la reprise, j'espère bientôt. Puis après, les objectifs, ça va être l'UTMB quand même, parce que c'est là où il y a la plus grosse concurrence. Donc, je pense que je l'ai fait 2 fois, une fois raté, une fois bien, mais je pense que je peux faire encore mieux. Donc aller jouer top 15, top 10 à l'UTMB dans un grand jour, je pense que j'en suis capable, si tout s'aligne. Je pense que c'est quelque chose que, voilà, que j'aurais envie de faire. Et après, il y a d'autres courses
d'autres courses plus longues que j'aimerais bien terminer aussi. Une Swiss Peaks 300 par exemple, ça me tente très bien. Un Tour des Géants peut-être un jour aussi. Enfin voilà, là on parle de ultra endurance. Mais je pense qu'un jour, ouais, j'irai aussi ces formats-là, qui sont plus de l'aventure que du trail selon moi. Et j'irai un jour. Ouais. Ok. Par curiosité, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette fameuse blessure? On va en parler un peu plus tout à l'heure Ouais. au sens global, mais je serais curieuse de savoir toi un petit peu comment ça s'est passé, comment tu as vécu le après. Ouais. Bah la blessure, je pense qu'on est blessure un peu typique du coureur fatigué, coureur fatigué dans une période où il faut quand même s'entraîner parce qu'il faut quand même aller chercher des compétitions pour aller running stone, pour pouvoir se qualifier à l'UTMB. Enfin, tu vois, c'était un peu voilà, j'avais le choix de pas y aller. Hein. Je dis toujours le choix. Moi, j'ai dit bon, allez, j'y vais quand même à cette compétition. J'étais un peu en fin de saison. J'étais fatigué de la saison, simplement. Et sur la compétition, je mets le pied au mauvais endroit. Et j'ai impacté fort et je tape fort le genou. Et du coup, bah, je sens tout de suite la pointe posterieur externe du genou. Donc voilà, c'est quand même mon job, donc je sais très bien ce qui se passe. Et voilà, bah après, petite lésion du système ligamentaire qui maintient mes lisses externes. On appelle ça le point d'angle posterieur externe. Donc je le casse, hein, ni plus ni moins. Et je tape le cartilage en dessous aussi. C'est ça qui était plus embêtant. Donc du coup, après, il y avait le choix. Soit je fais rien, je laisse le temps passer, et puis on prie pour que ça fonctionne. Mais voilà, avec le corps médical que je connais très bien aujourd'hui, avec dans un collègue, les chirurgiens du genou, bah, on a discuté. Et puis bah, le meilleur choix, c'était de prendre la case d'opération. Donc j'ai fait le choix de me faire opérer. Donc l'opération en soi, c'est pas grand chose pour un chirurgien. Il m'a eu pour 1 heure de boulot. Par contre, derrière, en termes de récupération, bah, il y a des délais incompressibles. Moi, le premier, on a toujours l'impression qu'on peut récupérer plus vite parce qu'on est du métier, parce qu'on sait quoi faire, on prend les raccourcis. Mais un cartilage qui doit cicatriser, c'est à peu près tout le monde pareil. Même si on peut optimiser pas mal de choses, hein. Le sommeil, la nutrition, voilà, on peut jouer sur pas mal de paramètres. Mais en soi, tu sais que tu en auras quand même pour quelques mois. Donc voilà, je suis en plein dedans, là, je suis à 6 mois post-op. Et on sait qu'un cartilage à 6 mois, il n'est pas encore cicatrisé comme il faut. Donc voilà, le vélo et le home trainer ont été mes meilleurs amis durant tout l'hiver. Et la salle du muscu, je pense que j'étais plus souvent à la salle du muscu que chez moi. Donc, donc voilà. Ok. En temps normal, l'ultra, c'est quand même un sport qui est assez chronophage. Tu as une activité à côté, donc j'aimerais un petit peu savoir comment tu arrives à dealer avec tout ça et comment tu arrives à intégrer ta pratique de l'ultra dans ton quotidien sans que ça impacte le reste. Bah déjà, en fait, ça impacte toujours le reste. Moi, maintenant, je dis toujours aux coureurs qui partent sur un ultra, il faut quand même que la personne qui fait l'ultra soit en accord avec ça, mais que tout ce qui tourne autour de la personne soit aussi en accord. Donc le milieu professionnel, la famille, les conjoints, conjointes, voilà, les amis, soient au courant qu'il y a quelque chose qui se prépare et qu'il y a quelques heures dans la semaine qui sont dédiées à ça. Donc voilà, il faut que tout le monde soit en accord avec ça aussi, donc pas que la personne qui court. Moi aujourd'hui, bah, j'ai la chance entre guillemets, c'est que je travaille à la maison. On travaille que sur Alpi Training, donc du coup en soi, j'ai quand même pas mal de temps. Je m'arrange comme je veux. Si je veux bosser à 22 h le soir parce que il faisait beau aujourd'hui, j'ai pu aller rouler 5 heures, je peux le faire. Ça c'est plutôt cool. Quand je bossais en tant que kiné-ostéo, bah, l'agenda a été agencé par rapport à mes entraînements en fait, ni plus ni moins. Et du coup, au tout début, je bossais 3 grosses journées et 2 matinées. Puis après, je suis passé à 3 grosses journées où je faisais 7 h, 19 h avec les patients. Et je faisais la muscu le soir et les 4 jours off, bah, c'était mes entraînements longs. Donc, bah, c'est sûr que des fois, c'était un peu compliqué quand il fallait se lever à 5h30 pour aller au travail. Et la veille, il y avait eu 5 heures d'entraînement. Enfin, voilà. Donc ça, j'ai joué à ça pendant quelques années. Je suis pas le seul à le faire, loin de là. Il y en a même d'autres qui font bien pire que moi en termes de gestion de l'agenda professionnel et un sportif, quoi. Mais je pense que ça ne dure qu'un temps en tout cas. Donc après, ça dépend comment on fait la pratique, comment on voit la pratique de l'ultra, quoi. Si on veut jouer devant et vraiment performer, ou si on veut le terminer. Voilà, si eux qui veulent le terminer, moi je suis tout à fait en accord avec eux aussi, hein, je dénigre personne. Mais c'est pas la même chose de s'entraîner 20-25 heures semaine pour jouer devant, pour espérer jouer devant sur un ultra, ou se dire bah, je m'entraîne 8-10 heures et puis bon bah je termine
Même si je fais mon UTMB en 40 heures, bah, je serais hyper content. Donc eux, je les respecte bien sûr, hein, mais c'est pas la même chose selon moi. Donc voilà, faut être aussi en accord avec ça. Et bah, aujourd'hui, c'est un peu le dilemme du trail, hein. C'est, on s'entraîne comme des pros, mais on n'a pas le statut pro. En tout cas, on est très peu en tout cas à pouvoir en vivre. Donc, donc du coup, bah, il faut jongler. Et après, le sportif s'adapte normalement. C'est le propre du sportif, quoi. On s'adapte toujours. Donc, je suis loin d'être le seul à le faire. Et on le fait parce qu'on aime bien ça aussi. Donc, personne ne nous oblige, hein, clairement. Ok. Toi, à titre personnel, est-ce qu'il y a eu un moment déjà où tu as pu espérer en vivre à 100%? Honnêtement, non. Je me suis jamais posé la question là. Après, est-ce que aujourd'hui si on me proposerait, je sais même pas si je dirais, enfin, je dirais oui, parce que forcément c'est cool, mais je garderais quand même une petite partie, un job à côté, parce que le côté relationnel, moi j'aime beaucoup quand même le côté médical, ça me plaît beaucoup. Et après, si jamais, bah, si j'étais pro aujourd'hui et que j'étais blessé, je pense que les sponsors ils feraient un peu la gueule, et t'es un peu sur le qui-vive, hein, donc je pense que bon, ce serait pas simple. Déjà pas simple à gérer sans être dans ce cas-là, donc je pense que ce serait encore plus dur. Mais, mais après, je pense, aujourd'hui, dans la nouvelle génération, là, comme au Team Odlo Alpi, du coup, je suis manager du team aujourd'hui aussi. Et on a des jeunes qui rentrent, voilà, je vais faire rentrer 2 cette année. Si eux avaient la possibilité, bah, je les accompagnerais volontiers là-dedans. Parce que le trail se développe très très bien. On sait que c'est un des 3 sports le plus en croissance au monde aujourd'hui. Il y a de l'argent qui gravite, enfin, qui arrive, enfin, dans le sens où enfin l'argent arrive au niveau des coureurs. C'est eux qui font la course, donc c'est normal qu'ils soient rétribués. Donc eux, je les encourage à faire ce qu'il faut, si jamais ils veulent en vivre un jour, voilà, clairement. Moi, je pense que, voilà, si je peux, ouais, à 34 ans, c'est compliqué d'aller démarcher un sponsor et lui dire maintenant tu me laisses tranquille, tu me payes pour courir, je pense que j'aurai un peu de mal. Mais les jeunes, ils ont tout intérêt à y aller, clairement. Ils encouragent là-dedans, en tout cas ceux qui veulent le faire et qui sont prêts à le faire. Mais il y a quelques années, on m'aurait dit ça, j'aurais dit, ouais, je crois que j'aurais dit oui, mais en gardant quand même une petite activité professionnelle à côté, ouais. Parce que j'en ai besoin et parce que j'aime ça. Ok. Avant de parler de ton activité professionnelle, j'aimerais savoir quel bénéfice, au sens large, tu tires de ta pratique du trail. Quels enseignements tu tires et que tu peux appliquer dans ta vie de tous les jours. Moi, je dirais qu'il y a quand même beaucoup de choses, hein, parce que tu sais, quand tu pars sur un ultra, tu sais que tu pars, mais tu sais pas si t'arrives, déjà. Donc c'est la chose. Enfin, il y a beaucoup de choses, on va dire, en termes de rigueur, parce que tu sais que tu es obligé d'aller à l'entraînement. Si tu t'entraînes pas, tu finis par un ultra, quoi. Même si tu as des bonnes qualités de départ, tu as une bonne génétique, tu sais que c'est compliqué de finir. Si tu courir 100 miles si t'es pas préparé. Donc déjà, être capable de s'entraîner quasiment tous les jours, de s'y tenir, donc vraiment de la rigueur là-dedans. Moi, je pense qu'il faut être aussi un peu intelligent quand même pour savoir quoi faire, à quel moment à l'entraînement, s'écouter quand même. Il y a ce côté de je lâche rien. Moi, je suis un peu comme ça, tu sais, même quand c'est une compétition, même quand c'est dur. Bon, allez, je m'arrange toujours pour finir. J'ai jamais bâché une course, je suis assez fier de ça, j'ai zéro DNF. Donc ça, j'ai toujours dit, j'essaie de le garder. Donc dans la vie de tous les jours, je vais être pareil, quoi, si tu veux. Si je veux faire quelque chose, si je veux mettre quelque chose en place, si je me fixe un objectif, que ce soit au niveau professionnel ou autre chose, je vais tout faire pour y arriver, clairement. Mettre les choses en place, remuer ciel et terre s'il faut. Mais voilà, je pense que l'ultra, ça. Enfin, il n'y a pas que l'ultra, mais en tout cas, l'ultra trail, ça permet ça. Et puis après, bah, aussi, tu relativises, quoi. Tu te dis, voilà, on n'est pas à plaindre. On la vit tous les jours au niveau en termes pro, on n'a pas aussi mal qu'à la fin d'une course, quoi, si tu veux. Donc, voilà, même quand c'est dur, des fois au travail où t'es pas content, tu te dis, bon, ok, ça va, je suis quand même tranquille, je suis dans un petit confort, donc c'est ok. Non, mais voilà, je pense que l'ultra endurance, l'endurance en général, c'est un peu l'école de la vie quand même. Donc, ouais, en termes de rigueur, ponctualité, d'objectifs, de réalisation. Et puis après, il y a aussi bah, le côté d'accomplissement, hein. C'est clair que quand tu finis une compétition, on se rend pas compte, mais après, moi, souvent, je coutume de dire que quand je prends la carte, après, je prends la trace sur Strava ou autre chose, et puis que tu vois ce que tu as fait, tu dis, ah ouais, quand même, ok, en une journée, faire le tour du Mont Blanc, ok, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa. Donc, c'est ce côté de savoir se dire, ok, j'ai fait une belle chose, voilà, d'être fier de soi aussi. Ça, on a le droit d'être fier de soi, quoi. Ok.
Donc tu nous as dit que tu étais aussi, kiné-ostéo, Mmh. spécialisé dans le traitement des pathologies liées au sport d'endurance. Ouais. On constate pardon, qu'en course à pied notamment, on a une grosse proportion de coureurs qui se blessent chaque année, Mmh. a priori plus que dans d'autres sports. Est-ce que c'est un constat que tu fais aussi et si oui, qu'est-ce qui explique cela, selon toi? Ouais, bah, la course à pied, trail, course à pied, c'est les sports les plus pathogènes, hein, clairement. En plus, c'est pas des pathologies traumatiques ou très peu, hein. On a à peu près entre 5 et 10 de pathologies traumatiques. J'entends entorse de cheville, très peu entorse de genou ou chute, voilà. Mais après, c'est toutes les pathologies, bah, de contrainte, de surcontrainte, on va dire. Bah, en fait, ce qui explique tout ça, c'est que, la course à pied ou le trail, bah, c'est facile à faire, hein, entre guillemets, un short, basket et on y va. Même si aujourd'hui le coût du matériel a augmenté et chacun aime bien être à la mode et tout, donc ça coûte cher, mais en soi, voilà, le matériel est quand même, tu peux facilement avoir tout ça pour courir. Et le premier problème, bah, c'est la progressivité. On sait que tu peux rapidement commencer à courir 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes, une heure, et puis bah, toujours plus, surtout en course à pied et surtout en trail, encore plus en trail. Aujourd'hui, c'est un peu ça, donc c'est un peu la culture à je vais faire 50 bornes, puis 80, puis 100, puis 100 miles. Mais tes structures musculo-articulaires, donc tendons, muscles, ligaments, cartilage, système osseux, ne s'adaptent pas aussi vite, des fois, que ton système musculaire, entre guillemets, ou système physiologique. Donc du coup, tu progresses très vite, mais tes structures, elles, progressent un peu moins vite. Et les bobos arrivent là. Et on se retrouve avec des pathologies de surcharge, donc ça va être tendinopathie souvent, tendinopathie, puis après il va y avoir syndrome spondylo-patellaire, tendinopathie, tendon d'Achille, fascie plantaire, syndrome de l'essuie-glace, surcharge du moyen fessier, enfin il y a pas mal de pathologies, on peut en citer une trentaine comme ça. Et en fait, souvent avec ces patients-là, avec ces personnes-là, si on leur parle un petit peu et on pose un petit peu leur entraînement sur la table, et on dézoome, on prend leur entraînement dans les semaines passées, puis on regarde ce qui était fait. Et là, souvent, on voit un gap dans l'entraînement. C'est-à-dire que bah, je suis passé de 4 heures par semaine à 8 heures. Ça arrive, voilà, où je fais pas de dénivelé, j'ai fait de dénivelé. Ou pour ceux qui s'entraînent beaucoup en montagne, bah, j'ai fait beaucoup de ski de rando tout l'hiver. Et puis, bah, il n'y a plus de neige, donc je reprends à courir. Puis je passe du ski de rando à la course à pied hyper rapidement. Et je me blesse. Et après, pour ceux, des fois, il y a quelques exceptions, où eux ils vont dire, bah, moi, je fais mes 50 km par semaine tout le temps, mais je me suis quand même blessé. Et là, si on creuse un peu plus, on va chercher, et puis en fait, là, on va souvent trouver bah, j'ai mal dormi parce que j'ai un gamin qui est arrivé et du coup bah, je dors beaucoup moins. Je suis stressé au boulot, ça va pas dans mon couple. Donc il y a aussi d'autres facteurs qui arrivent, hein. La pathologie est quand même multifactorielle. Mais voilà, le problème numéro un, c'est le manque de progressivité à l'entraînement. Et après, bah, il y a tout ce qui entoure, ce qui va avec, bah ouais, sommeil numéro un, et puis après, bah, ça va être bien boire, bien manger, et le stress. D'autres facteurs aussi qui évoquent cette pathologie. Mais en premier lieu, ça va vraiment être de pas bien quantifier ses entraînements. Et on appelle ça le stress mécanique. Et voilà, mettre trop de contraintes, trop de stress mécanique sur le système à l'instant T, alors qu'on n'est pas prêt à ça. Et puis souvent, bah, on s'écoute pas trop. Je sens la gêne arriver, mais je continue quand même, jusqu'à ce que je puisse plus du tout rien faire. Et là, après, bah, je rentre dans la boucle du médical, donc par le médecin, qui envoie chez le physio. Et puis après, on arrive avec le patient, puis bah, on reprend tout à zéro, puis on lui fait comprendre que bah, c'est la vie du sportif, et se blesser, bah, c'est pas grave. Un coureur sur deux se blesse tous les ans. Donc si tu veux, moi quand j'ai un patient quand je bosse encore en tant que physio, un patient qui vient me voir, je suis coureur, je suis blessé, c'est la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde. T'es dans la norme, t'es dans la grosse norme. Et bah souvent on s'en sort bien. Juste mettre les choses en place et puis être patient quand même, apprendre la résilience et puis bah, écouter le corps médical surtout parce qu'il y a quand même pas mal de patients qui écoutent pas trop. Mais voilà, ça c'est mon petit coup de gueule à moi. Mais non, après voilà, les courses à pied, trail, ouais, sport pathogène, sport, je pense c'est le plus beau sport au monde, hein, parce qu'on voit quand même pas mal de paysages avec des belles émotions de course, des belles choses à vivre. Mais l'entraînement, voilà, l'entraînement de la course à pied, il est ce qu'il est. Mais si on veut parler de crainte, en tout cas au niveau des pathologies, il y a quand même, aujourd'hui on sait, les études nous apportent ça, que la course à pied bah, ne détruit pas le dos, la course à pied ne détruit pas le genou, bien au contraire, on a des cartilages de genoux plus épais chez les coureurs à pied, ou des disques intervertébraux plus épais chez les coureurs à pied. Donc la course à pied, voilà, c'est un allié quand même sur les articulations.
contrairement à ce que les idées reçues des fois véhiculent. Mais quand il est fait en excès, par contre, non, c'est pas bon. Mais s'il est fait dans les règles avec quelqu'un qui augmente le volume progressivement et qui est en accord avec sa vie aussi, voilà, qui dort bien, qui mange bien, ça, c'est une super chose. Ouais. Ok, j'allais y venir justement, Mm. oui, que de ça découle pas mal d'idées reçues, comme quoi la course à pied, c'est pas bon pour la santé. Mm. C'était même quelque chose qu'on entendait beaucoup de la bouche des médecins il y a Ouais. encore pas si longtemps que ça. Et donc, oui, au final, c'est la quantification du stress mécanique qui est plus responsable des blessures que la pratique en elle-même. Ouais, Mais, clairement. Bah, même euh, il y a toujours des médecins qui en parlent. Hein. Il y en a toujours quelques. ouais, Et genre, mais aussi des kinés. Hein. Je tape pas sur les médecins en particulier. Hein. Ni ostéo, voilà, c'est des confrères et tout. Mais il y en a encore qui restent sur les idées reçues et qui ont peut-être pas assez lire un peu les études récentes, en tout cas, qui sont pas à la page. En termes de traitement, qu'en termes d'idées reçues, c'est un peu dommage. Mais voilà, non, la course à pied, c'est un super allié, c'est un super sport. Et faut le faire progressivement et mettre les bonnes manières, les bonnes choses en place. Et c'est le meilleur allié qu'on puisse avoir. ok. Selon toi, à partir de quand on n'est plus dans le sport santé? Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que si on veut faire partie des meilleurs, on peut encore être dans une pratique santé? Je suis un joker. Ouais. Euh, on peut être en sport santé. Après, tout dépend d'où tu viens aussi. C'est pareil, si tu cours depuis que t'es gamin et t'as toujours couru, et t'as un volume d'entraînement, un volume horaire, quel qu'il soit, hein, depuis très très longtemps, que t'es habitué à ça, bon bah ok, t'es dans le sport santé, le voilà. Après, quand t'arrives sur l'ultra trail, tu sais que il se passe 2-3 bricoles quand même pendant ta course, hein. Courir 20 heures, 25 heures, 30 heures. C'est- on est fait pour ça, à la base, l'humain est fait pour ça, mais quand même, il y a des limites. Je dirais on est plus dans le sport santé lorsqu'on commence à passer des volumes horaires, enfin des volumes d'entraînement par semaine qui sont vraiment énormes. Quand tu passes à 30 heures, 35 heures d'entraînement de course à pied par semaine, il y en a qui font ça, hein, on en connaît, hein, qui font 25, 30, 35, ouais 25, ouais, mais 30, 35 heures de course, hein, sans couper avec le vélo ni la muscu. Là, je pense on commence à être un peu limite quand même. On sait que, on parlait tout à l'heure justement la course à pied préserve les genoux, au niveau des cartilages. On sait que les coureurs récréatifs, oui, très bons, les volumes d'entraînement corrects, oui, mais une fois qu'on tombe dans l'excès de volume en course à pied, on est quand même délétère. Là, on le sait aussi quand même. Donc il y en a, je pense que quand on approche plus de 200, 250 km par semaine à pied, bon, faut faire attention. Mais si tu fais ça depuis très très longtemps, t'es adapté, pourquoi pas. Mais il faut quand même, voilà, faut être progressif là-dedans. Après, je pense à les cardiologues qui sont peut-être le mieux placés ou les médecins du sport pour en parler, par exemple. Parce que je pense que courir 20 heures entre son premier et son deuxième seuil, par exemple, si on parle physiologie, je suis pas sûr que notre cœur soit hyper content à la fin de la course. Donc, donc voilà. Ça, moi, je préfère ne pas trop y penser si tu veux, Ok. parce que je suis un peu dans ce cadre-là, si tu veux, des fois. Donc, mais voilà, encore une fois, tant que c'est pas fait en excès, et puis après, il y a aussi le nombre de compétitions par année, quoi. Si tu fais un ultra toutes les 2 semaines, non, là, on est clairement pas sport santé. Là, je pense que je suis assez radical là-dessus. Je veux dire, on n'est pas sport Ok. santé. Après, si tu prévois une saison et des périodes de récupération, parce que plus tu vas sur le long, tu sais que bah, niveau musculaire, tu récupères assez rapidement quand même. Au niveau hormonal, par contre, il se passe des choses. Au niveau système nerveux central aussi, il se passe des choses. Donc, ton système nerveux central, il n'a pas récupéré. Au niveau hormonal, tu n'as pas récupéré. Musculairement, ça va. Et souvent, bah, tu repars pour un tour, quoi. Et c'est là l'erreur, elle se fait. Donc, on privilégie pas assez la récupération post-ultra, à mon sens. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce point-là? Qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau nerveux et hormonal? Bah, tu sais qu'au niveau hormonal, si tu fais une prise de sang une semaine après un ultra, t'es quand même pas top. Et puis, souvent, ça met un peu de temps à remonter. Donc ça, il faudrait le faire en théorie, mais personne ne le fait. Et au niveau système central, en fait, tu tombes un petit peu comme un burn-out. Enfin, c'est pas un petit peu, c'est vraiment, t'es dans un burn-out, hein, ni plus ni moins. En fait, quand tu cours, tu sais que ton cerveau t'envoie l'information motrice, hein, t'envoie l'information pour cours, entre guillemets. Et en fait, on s'est rendu compte, il y a pas mal d'études là-dessus aussi, que la fatigue musculaire entre le début et la fin de l'ultra, enfin, la force musculaire diminue, certes,
mais la force nerveuse, c'est-à-dire ta conduction nerveuse, l'information motrice, elle est encore vraiment plus diminuée. Donc en gros, ta limitation, elle est nerveuse en fait sur un ultra trail, souvent. Et tu finis, si tu vois des gens terminer avec les larmes aux yeux et qui sont à fleur de peau, c'est pas pour rien, hein. Tu sais que voilà, il se passe quelque chose quand même. Et souvent, ceux qui enchaînent un petit peu, ils arrivent souvent dans ce côté un peu dégoût, un peu je sais plus trop quoi j'ai envie, le burn-out quoi. Voilà, j'ai plus envie de courir, plus de m'entraîner, j'ai plus goût à rien. Il y a quand même pas mal qui sont tombés dedans, des athlètes de très haut niveau hein, qu'on a vu briller, et puis d'un coup d'un seul, on les voit plus disparaissent parce que voilà, dans la tête c'est compliqué. Et donc ça c'est de la fatigue centrale, hein, ni plus ni moins, fatigue nerveuse. Normalement en course à pied on arrive à être blessé avant d'arriver à là, souvent. Tu te fais une tonne de pâtis, tu fais autre chose, et donc ça t'évite à peu près ça. Il y a des sports comme le cyclisme par exemple, en cyclisme ils tombent plus souvent dans le burn-out que la blessure. C'est un sport porté, beaucoup moins traumatique, beaucoup moins pathogène, donc du coup ils vont plus aller vers ces pathologies là en tout cas que les coureurs. Mais des fois chez les coureurs qui sont hyper résistants et très peu blessés, ils arrivent à aller jusqu'à ce point de mon cerveau il n'en peut plus quoi. Je suis fatigué et je tourne vraiment dans la même chose qu'un burn-out, que la personne qui travaille 80 heures semaine depuis 10 ans et puis qui a une charge de travail énorme puis qui n'arrive plus à suivre. Donc on est vraiment dans le même processus. Ouais. Ok. Après une grosse échéance comme ça, est-ce que tu recommanderais aux gens de se faire accompagner par un professionnel de santé? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la prépa avant course, mais Mhm. peu de comment on gère l'après-course. Ouais, ouais, franchement, je dirais. Alors, il y a plusieurs professionnels, hein. Tu peux très bien aller voir ton médecin, juste te faire un petit check. Ça ne mangerait pas de pain, même si on sait que voilà, les listes d'attente pour aller voir un rendez-vous, que ce soit chez le médecin ou chez le kiné, elles sont longues et ça, c'est un autre débat. Mais ça mangerait pas de pain d'aller faire une petite prise de sang, voir comment ça va. Aller chez le kiné pour de la récup, ni plus ni moins, oui. En préparation mentale pour débriefer ce qui a été fait pendant la course, comment c'est passé, et remettre en place un objectif suivant et remettre quelque chose en route, oui, ça peut être aussi utile. Voir ton ostéo si tu as envie parce que tu as l'impression que il faut mobiliser telle articulation, oui aussi. Moi je pense qu'on a le droit de se faire du bien, on a le droit de se faire plaisir, et on a le droit de se faire accompagner surtout. Après, voilà, il y en a qui disent bah non, ça va bien, et puis j'en ai pas besoin. Donc, ce que je comprends aussi, il n'y a pas de souci. Mais après, il y a ceux qui aiment bien être un petit peu bichonnés. Et moi, je pense qu'ils ont raison. Ouais, clairement, hein, ça vaudrait la peine, des fois de temps en temps, d'aller faire un petit check et voir un petit peu comment ça se passe. Ouais. Ok. Pour revenir à la prévention des blessures, donc tu nous as dit que la première règle à respecter, c'était bien évidemment la progressivité. Mhm. Maintenant, en imaginant qu'on respecte cette règle générale, est-ce qu'il existe des manières de détecter quels sont nos facteurs limitants et comment est-ce qu'on peut mettre l'accent sur la prévention de telle ou telle blessure en particulier? Ouais, alors du coup, il y a pas longtemps, il y a une belle étude qui est sortie et qui disait que le renforcement musculaire, parce que nous, les kinés ou voilà, les métiers médicaux, on disait plus on fait du renfort, moins on aura de blessures, de façon empirique, ni plus ni moins. Et moi le premier. Et il y a pas longtemps, il y a une étude qui est sortie et qui disait en fait que en course à pied, le renforcement musculaire n'avait pas d'impact sur les blessures. Donc on dit merde, parce que moi je suis le premier à le prôner, tu vois. Je suis pas le seul encore à le prôner. Mais le renfort a voilà, une grosse valeur en performance sportive, le renfort a une grosse valeur en rééducation, mais en prévention apparemment non. Voilà, après on attend deux publications qui arrivent pour venir alimenter ça et puis confirmer. Mais alors oui, être progressif comme tu as dit, c'est la première chose. Savoir bien dormir. On parle souvent de 8 heures minimum par semaine, 8 par nuit, pardon. 8 heures par nuit, souvent plus pour d'autres. La sieste, c'est le bon allié aussi, hein. Un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure de sieste, c'est un bel allié. Bien manger, on se rend compte souvent que les sportifs d'endurance, ils ne mangent pas assez, que ce soit en termes de glucides ou de protéines. On est très très loin du compte. Donc souvent, j'encourage certains à aller faire un petit bilan nutritionnel. Ça prend 1 mois ou 2 mois et se rendre compte en fait de, de ce qu'on mange vraiment et de ce que l'on consomme à l'entraînement, et on se rend compte qu'on n'est pas dans les clous. Donc ça c'est important aussi. Et après il y aura, si on veut parler vraiment purement médical, on va pouvoir faire pas mal de tests qui ont des valeurs plus ou moins fiables entre guillemets, mais tests de mobilité articulaire par exemple. Tu sais que si tu as des chevilles qui bougent bien, tu es moins à risque de rien, pas moins à risque d'une entorse de cheville. Si tu as des hanches qui bougent moins et qui bougent bien, tu as moins à risque d'avoir des pathologies genoux et pieds aussi par exemple.
Donc ces choses-là, test de force aussi, voir si tu es bien équilibré, donc voilà, les différents groupes musculaires, tu peux les tester aussi. Donc là, c'est vraiment c'est des gains marginaux, hein, ni plus ni moins. Ça va être, c'est souvent les élites qui le font, parce que eux, ils y voient un bel intérêt. Ils ont du temps à ça, ils ont du temps pour ça, et du coup, lorsqu'ils sont faits et bien faits ces tests, ils ont une valeur, voilà, de savoir un petit peu, de pas être asymétrique, et surtout au niveau mobilité articulaire aussi, ça mange pas de pain, mais pour moi, ça va vraiment être, comme tu dis, un entraînement progressif, savoir dormir, savoir manger. Et après, on peut encore aller chercher d'autres choses, et là, c'est plutôt gains marginaux, comme je te disais, test de force musculaire, test de mobilité. Et après, il y a encore d'autres choses sur le matériel, on peut encore chercher encore des petits pourcentages par-ci par-là, ou des dizaines de pourcentages. Mais déjà, la base de la pyramide, ça va vraiment être bien dormir, bien manger, ouais. Ok. Et bien s'entraîner encore en dessous, mais ça, voilà, c'est normal. Ok. Pour rebondir justement sur la partie nutrition, tu nous as dit que souvent les quantités de protéines et de glucides n'étaient pas forcément optimales. J'imagine que ça varie en fonction des coureurs, mais est-ce que tu aurais un ordre d'idée pardon, à nous donner sur les quantités respectées? Ouais, mais en fait, ça dépend déjà de ton volume d'entraînement. Ça dépend de ton volume d'entraînement, ça va dépendre de ton poids aussi, forcément, ton poids de corps. Du sport pratiqué. Tu sais qu'un sport de force va avoir plus de protéines qu'un sport d'endurance. Mais Pour un sport d'endurance, justement. sport endurance, on parle de 1 gramme, entre 1,4 g et 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. Ok. Donc, tu vois, quelqu'un qui fait 70 kilos, donc un bel athlète pour un coureur, hein, si tu veux, il est au moins à 100 grammes de prot par jour. Et 100 grammes de Ok. prot, tu sais qu'un œuf c'est 6 grammes, ça en fait des œufs, tu vois. Donc là, après, donc là, souvent, tu dis ça, ouais, tu dis, mais comment est-ce que je fais pour amener 80, 90 grammes, 100 grammes de protéines par jour, quoi. Bah après, donc, aujourd'hui, en plus, dans le trail, dans le outdoor, il y a quand même beaucoup qui ne mangent plus de viande parce que l'écologie est très présente, c'est très bien. Donc après, c'est comment est-ce que je fais, quoi. Donc, il y en a qui vont dire, bah, œufs, poisson, d'autres qui vont dire, bah, moi, flocons d'avoine, skyr, d'autres qui vont dire, je sais pas, tofu, tu vois, il y a tous ces... Donc après, c'est être capable de trouver ces aliments qui nous font plaisir déjà, et, euh, et comment je les amène. Après, il y en a qui vont prendre de la whey protéine aussi. Bon, après, on sait qu'on aimerait bien quand même que 70-80% des protéines soient naturelles et pas transformées quand on les amène, donc il y a ça aussi, mais même si la whey protéine, c'est une bonne chose en collation post-entraînement, ça peut permettre de gagner 20 à 30 grammes de protéines par jour, assez facilement, on va dire. Donc voilà. Et en termes de glucides, bah, c'est pareil, il y a différents ratios, mais là ils sont vraiment par tranche, on va dire, de volume horaire. Mais souvent, les coureurs ont de la peine à manger parce que je pense qu'on a toujours cette idée de plus je suis sec, plus je suis entre guillemets maigre ou léger, plus je suis fort. Et y a encore ça qui traîne un petit peu comme idée reçue, les troubles alimentaires, c'est quand même très, très, très présent dans le sport endurance, dans le vélo sûrement le plus, mais même dans la course à pied et le trail. Alors on se rend compte que quelqu'un qui mange presque plus va être, entre guillemets, va être plus performant, hein, des fois un kilo de plus ça permet d'être performant, surtout sur les distances longues, hein, on sait quand même qu'on a besoin de réserve. Donc non, pas hésiter à manger, moi je préfère quelqu'un qui mange trop que pas assez. Si je coach quelqu'un et qui a un kilo entre guillemets en trop, et encore une fois je suis personne pour dire qu'il a un kilo en trop, ça se trouve lui sa physiologie elle fonctionne avec ce kilo là en trop, et avec un kilo en moins il serait beaucoup moins fort. Et on sait que quelqu'un qui mange pas assez, bah, au-delà du fait qu'il peut se blesser, il y a aussi pas mal de choses derrière qui arrivent. Tu vois, pas chez les femmes, on stream, on parle beaucoup maintenant, c'est le Rett syndrome, hein, donc il y a quand même pas mal de choses. L'aménorrhée, fracture de fatigue. Chez les hommes aussi, hein, ça arrive, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas que chez les femmes. Et après, bah, tu es beaucoup malade aussi, quoi. Quand tu vois un coureur qui est malade 2, 3, 4 fois dans la saison, ça vaut le coup d'aller piocher au niveau nutrition, quoi. Voir un petit peu comment il se comporte, parce que je pense il peut y avoir des manques. Il n'y a pas que ça, mais il peut y avoir des manques. Donc l'alimentation, c'est prépondérant pour performer en trail, enfin en sport endurance en général. Même sans performer, quand tu es en bonne santé, c'est important. Mais il y a encore un peu trop ces mœurs de je mange pas beaucoup parce qu'il faut que je sois affûté. Le mot affûté, souvent, il est mal utilisé parce que nous, dans l'entraînement, un affûtage, c'est la période d'avant-course où tu fais tout pour arriver en forme et surcompenser. Et le terme utilisé par les gens, c'est je suis affûté, c'est-à-dire que je suis sec, tu sais, je suis presque maigre, entre guillemets, quoi. Et souvent, il y a une confusion de ce terme-là, c'est un peu dommage aussi. Je pense que c'est notre rôle aussi, nous, professionnels de santé, professionnels du sport, d'amener
a mis du contenu et de l'information par rapport à ça. OK. C'est quelque chose que tu retrouves vraiment très fréquemment parmi tes patients, ce phénomène de sous-alimentation? Ouais, honnêtement, oui, Ouais, mais en fait, c'est même pas voulu, si tu veux. La plupart, ils sont même pas au courant. Ils sont pas au courant de ce qu'il faut manger, en fait. Et moi, j'étais dans ce cas-là, hein, je vise personne parce que j'étais la première personne à le faire, c'était moi. Et si tu veux, j'ai une très bonne amie qui est nutritionniste. Et c'était en 2021, je fais mon premier UTMB, je passe à côté, voilà, je crois que je suis 40e ou 45e, je sais même plus comment je fais, bref. Et cette saison-là, il y a le Covid qui était encore présent, je me souviens, donc il n'y avait pas beaucoup de compétition. Je m'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup entraîné. Et les compétitions n'avaient pas lieu, donc on s'entraînait beaucoup en se projetant sur une compète qui n'avait jamais lieu en fait. Et j'étais tombé malade au moins 3 fois dans la saison, alors que dans l'habitude je suis jamais malade. Mais ouais, en plus j'étais vraiment pas bien pendant 3, 4, 5 jours, une semaine, et plusieurs fois dans la saison. Et mon UTMB se passe mal, et du coup je lui dis bon, ouais, je vais chercher d'autres choses que je faisais pas avant, quoi. Et je pensais qu'en tant que pro de santé, je savais un petit peu m'alimenter, je m'étais renseigné, ça allait bien se passer. Et je fais un bilan avec elle, bilan nutritionnel, et sur un mois, bon, on calcule les calories que je dépense tous les jours, et puis ce que j'apporte, quoi. Et en fait j'étais à la cave, hein, ni plus ni moins, quoi. Je finissais mes journées avec un déficit de 2 ou 3 000 calories, quoi. Et donc tu te dis en fait c'est comme ça depuis des semaines et des mois, quoi. Et j'étais vraiment en Rett syndrome, quoi. J'étais en plein dedans, quoi. Donc souvent des petits bobos, j'étais malade, baisse de performance, baisse d'envie. Enfin voilà, j'étais vraiment de ce espèce de triade là, et tu te dis bon bah ok, je suis dedans. Et après là j'ai pris conscience de ok, en fait une assiette, une vraie assiette d'un sportif d'endurance qui s'entraîne 15, 20, 25 heures par semaine, c'est des belles assiettes, quoi. C'est pas rien, quoi. Et là souvent en fait les gens ils mangent entre guillemets à peu près à leur faim ou juste à leur faim, mais des fois c'est pas suffisant, quoi. Par rapport à ce qu'on a dépensé dans la journée, c'est pas suffisant. Donc on se doit aussi de mettre l'accent là-dessus. Après, on n'est pas avec les coureurs tous les jours non plus, hein. On n'est pas chez eux, on n'est pas dans leur assiette, mais si on peut faire passer un message, un kilo de plus des fois n'est pas délétère, loin de là, et même plutôt cool à l'avoir. Et bien manger, c'est une bonne chose, et faire plaisir quand on mange, c'est une bonne chose aussi, hein. OK, c'est intéressant. Tu nous as dit aussi que l'aspect recherche était quelque chose qui t'intéressait beaucoup dans ton métier. Sur les dernières années, on voit qu'il y a pas mal de choses qui ont été remises en question sur tout ce qui a trait à la prévention et le traitement des blessures. Je pense notamment aux travaux de la clinique du coureur. Mhm. Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Bah, moi, je suis formé hein, par eux, si tu veux. Donc, donc, OK. je sais que j'ai des collègues, si tu veux, qui aiment un peu moins leur approche. Moi, la première formation que j'ai fait avec eux, c'était en 2018, donc ça remonte quand même. Mais moi, je leur laisse quand même, et je leur laisse, et même je leur dis félicitations, c'est qu'ils ont été les premiers euh, à venir vulgariser, entre guillemets, toutes les études dans le monde du sport endurance et de la course à pied, qui était quand même la course à pied, qui était quand même, encore une fois, le sport pathogène, qui est toujours, hein, ça ne changera pas. Il y aura toujours autant de blessés chez le coureur, je pense. Mais ils ont amené des armes pour les kinés, ils ont amené l'indice minimaliste pour les chaussures, par exemple, qui était intéressante. Là, on parle beaucoup de cadence d'appui, de bruit à l'impact, qui sont quand même démontrés aujourd'hui. On sait qu'il y a un intérêt à jouer là-dessus pour les coureurs à pied qui sont blessés. La quantification de stress mécanique, leur quantification, quand même, leur fameux graphique de ligne rouge à pas dépasser, sinon voilà, avec les critères de j'ai dépassé, douleur, gonflement, le lendemain au réveil, tout ça. Non, c'est hyper intéressant. Ils l'ont amené pour la course à pied, mais ça a été utilisé dans toutes les pathologies orthopédiques, hein. Rebonjour Maxime, désolée pour la coupure pour nos auditeurs, on a eu un petit souci du coup, on retourne, la fin de cette interview à un autre jour. Donc j'allais aborder le sujet justement de Alpi Training, donc l'entreprise que tu as cofondée. Ouais, Est-ce que tu peux nous expliquer comment est né ce projet-là? ouais. Bah du coup, ce projet d'Alpi Training, il est relativement jeune sur le marché, mais dans nos têtes depuis un petit moment. Tout s'est passé en fait, je travaillais au centre de médecine du sport à Genève, dans une équipe pluridisciplinaire pour voilà, suivre tous les patients sportifs. Et en 2020, le confinement que l'on a en Suisse dure un peu plus de 5 semaines. Et au retour de 5 semaines, on se retrouve avec beaucoup de nouveaux coureurs, beaucoup de nouveaux trailers, et du coup beaucoup de nouveaux blessés. Et du coup Jonas, qui m'a associé sur le projet, qui lui s'occupe de faire les tests d'effort et la préparation physique au centre,
se trouve aussi avec plein de nouveaux coureurs. Et en fait, la question se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour répondre à tout le monde, à toutes ces demandes. Moi, de mon côté, en kiné, j'avais beaucoup de questions sur le fait de voilà, comment on s'entraîne, comment on mange, quelle séance tu fais, on a vu que tu avais fait ça, comment tu t'es préparé. Et puis du coup, lui, Jonas, il y avait plein de tests d'efforts, et du coup, quand il faisait les retours de tests d'efforts, de bilan de tests d'efforts, les gens avaient beaucoup de questions sur savoir comment s'entraîner, dans quelle zone on doit travailler, comment on prépare une compétition. Et du coup, bah, lui, il a eu la bonne idée, c'est Jonas qui a eu l'idée, qui a dit, bah écoute, faut faire une application, faut qu'on digitalise nos compétences, et c'est parti de là en fait. Ensuite, bien sûr, il y a tout ce côté créer une équipe, trouver des développeurs. Donc il y a deux boîtes de développement, une qui fait que de l'IA, spécialiste vraiment dans la notion d'algorithme et d'IA, et l'autre qui fait l'application. Et du coup, ça nous a pris l'algorithme aujourd'hui qu'on utilise pour l'application, ça nous a pris 2 ans pour le faire. Donc ça, c'est je pense, notre plus grosse fierté. Parce qu'en fait, les gens, quand ils entendent IA ou algorithme, souvent ils ont l'impression que c'est un ordinateur qui fait tout. Nous, il faut savoir en fait que c'est nos cerveaux de coach qui sont dedans en fait. L'application va réagir exactement comme nous on le ferait en tant que coach. Donc ça nous a pris 2 ans. Je pense que le développeur qui est en charge de ça aujourd'hui, il doit être pas loin de 50 000 lignes de code dans le, dans le code de l'application, donc c'est assez énorme. Et le but, c'était vraiment de réagir comme un coach et de pouvoir être hyper individualisé, dans le sens où on s'adapte vraiment à toutes les personnes, à leur niveau, leur objectif, leur passé, s'ils ont eu des pathologies, quel type de marque de montre ils utilisent, s'ils font du vélo aussi ou pas de vélo, que de la course. Et du coup, dans tout ça, on arrive à faire un plan d'entraînement où tu peux même choisir les jours où tu t'entraînes, tu peux changer même si t'es pas dispo, tu peux changer selon ta forme du jour. Et là, il y a pas mal de nouveautés qui arrivent ici, une dizaine de jours avec la nutrition qui va arriver, le calcul de charge de l'entraînement, une projection de forme aussi, analyse de séance aussi. On a développé une IA là, qui va analyser les séances, va faire des retours écrits pour savoir si ta séance était bien faite, conseiller pour la suite. Donc voilà, donc on arrive au plus proche de ce que nous, en tant que coach perso, on peut faire. Et c'est notre but, hein, vraiment, d'aller au plus proche et au plus près du coureur. Et pour tout ça, voilà, ça a pris beaucoup de temps. Donc pour le côté business, c'est vrai qu'il a fallu lever de l'argent forcément. Comme on disait, voilà, ça coûte très cher le développement. Et du coup, on a levé des fonds une première fois, une deuxième fois, et aujourd'hui, on va relever des fonds. Donc voilà, si les investisseurs sont intéressés par la Sportec qui viennent nous voir, on peut discuter volontiers avec eux. Mais voilà, c'est un super projet, on est vraiment content. Et puis on se développe bien quand même, parce on a lancé le 25 avril de l'année dernière, donc on est bientôt à 1 an. Et on est content, et là on va traduire dans toutes les langues pour passer un cap aussi, aller chercher le marché international. Mais voilà, notre but premier, nous, c'était vraiment de rendre service à toutes ces populations de coureurs, trailers, cyclistes, et du coup, le triathlon arrive aussi bientôt. Donc voilà, tous ces sports d'endurance qui ont une population qui est quand même demandeuse de conseils, de plans d'entraînement. Et nous, notre motif, c'est vous amener en forme le jour J, vraiment en pleine possession de vos moyens, et en maximisant votre potentiel pour réussir votre course. Et si vous réussissez grâce à nous, voilà, on sera les plus heureux, clairement. Ok. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus comment se passe l'onboarding pardon, du point de vue de l'utilisateur? C'est-à-dire au moment où on s'inscrit sur la Mhm. plateforme, qu'est-ce qui se passe? Ouais, du coup, en fait, on rentre sur l'application. Donc, bien sûr, on a les grandes questions classiques, âge, poids, taille. Et c'est là où souvent il y a des applications concurrentes qui se limitent à ça et qui sortent un plan d'entraînement. Donc, ça, pour nous, c'est pas possible. Non, nous, on va quand même pousser relativement loin. On va demander, si on prend l'exemple du trail, par exemple, on va demander si les utilisateurs connaissent leur FC max, leur VMA, leur seuil. S'ils ne connaissent pas, on va demander s'ils ont une cote ITRA ou un index UTMB. Ça permet de classer un peu les coureurs. S'ils n'ont pas ça, parce qu'ils viennent de la course sur route, on leur demande s'ils ont une référence chronométrique sur un 10 km, un semi-marathon, un marathon. Et s'ils n'ont rien du tout, on leur demande d'évaluer leur niveau. Sachant que pour avoir les vraies données, on envoie les coureurs après un premier bloc d'entraînement, donc au bout de 4 semaines, faire un test qui permet de re-rentrer leurs vraies données. Donc dans tous les cas, dans un premier temps, on estime, s'ils n'ont pas leur niveau, ils ne le connaissent pas, on l'estime. Puis après, on fait un test pour vraiment réévaluer, sachant que 4 semaines d'entraînement permet d'arriver à une pseudo-forme qui permet d'avoir un test quand même qui soit pertinent pour la suite. Et après, dans tout ça, on va demander quel est l'objectif, forcément, l'objectif ou les objectifs.
que ce soit en course à pied, en trail, en cyclisme ou bientôt en triathlon. Le type de distance, forcément, le temps, comment aujourd'hui s'entraîne, parce que on peut pas lancer un plan d'entraînement si on sait pas d'où on part. Si la personne ne s'entraîne pas, on peut pas la lancer directement avec un gros plan d'entraînement, un gros volume d'entraînement, sachant qu'on a quand même du médical à la base, donc on veut pas de blessure. Donc on va demander un petit peu l'historique, s'il y a eu des pathologies qui ont embêté dans les mois qui précèdent, sachant qu'on peut on va mettre un programme de prévention par rapport à cette pathologie-là. On va aussi conseiller en termes de volume, le minimum qu'il faut faire pour arriver sur la compétition en bonne forme, sachant que ce conseil va évoluer en fonction d'où on se place par rapport à la course. Si on est 6 mois avant la course, bon, on peut être un peu plus light, mais 3 mois avant, on va conseiller quand même plus de volume. Donc le nombre de séances de course à pied, le nombre de séances de renfort, de mobilité, de stretching par exemple, on va conseiller tout ça. Et on va demander aux personnes aussi de nous rentrer les jours où ils veulent s'entraîner. Le jour où ils veulent faire une sortie longue, parce que faut que ça colle avec l'emploi du temps aussi. On sait que la vie pro et famille prend plus de place et c'est normal. Donc on s'adapte à ça. Après on va demander au niveau de la logistique quel type de montre est utilisé pour envoyer l'entraînement sur la montre qui est en question. Et puis après on va demander aussi le matériel qui est à disposition. Donc si on a un élastique à la maison, si on a du poids, si on va à la salle de musculation aussi, ça va arriver là maintenant. Pour que les programmes en vidéo, les programmes de renfort de muscu soient adaptés à ce que l'utilisateur a chez lui, quoi. Donc en gros, on va coller. Moi, j'ai coutume de dire que Alpi Training est meilleur que moi, parce que moi, mes coureurs, je leur demande pas s'ils ont un élastique ou un poids, et j'ai pas les 400 programmes de vidéo sur moi, donc je peux pas leur donner. Et donc du coup, on va jusque là, et là, on arrive à la semaine prochaine avec une mise à jour qui mettra en place du contenu nutrition aussi. On va quand même montrer un petit peu ce que c'est un vrai plan pour nutrition dans la journée, en plus des conseils nutrition pour la course à pied, enfin pour la compétition, pour savoir ce qu'il faut manger pour une compétition en termes de grammes de glucides. Donc voilà, on essaie vraiment d'englober tout le, tout, le, tout le milieu de l'endurance en étant le plus précis possible et en amenant un plan d'entraînement digne d'un professionnel pour tout le monde, à un moindre coût. Ok. Du coup, est-ce qu'on pourrait dire que c'est encore mieux que d'avoir un coach personnel? Ou pas forcément? Est-ce que Ouais. c'est encore différent? Ouais, le coach perso. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop ces applications d'entraînement parce qu'ils ont l'impression qu'on leur pique du boulot mais pas du tout. Nous, déjà Jeunesse et moi, on est coach perso déjà, donc on va pas critiquer nos collègues, nos confrères entre guillemets. Euh, du coup, la chose auquel je pense qu'aujourd'hui on sera pas capable de faire aussi bien qu'un coach, c'est le coup de téléphone quand même. Le coup de téléphone, le côté humain, mais vraiment humain, avant une compétition, après une compétition, pour pour le petit débrief, ça on l'aura pas, clairement. Par contre, le reste, analyser une séance, là on a mis en place ce qu'il fallait pour pouvoir le faire. Donc là, en fait, même moi j'étais bluffé de ce qu'on pouvait faire. Donc la technologie, en fait, c'est pas une mauvaise chose. Ça permet d'aller plus vite qu'un coach perso, plus vite que moi, créer un plan d'entraînement sur mesure quand même hyper malléable et très très personnalisé. Donc c'est différent, le marché du coach perso est différent aussi parce qu'il y en a qui vont jamais faire confiance à une application parce qu'ils veulent que ce soit un humain qui fasse, même si l'humain fait moins bien ou même si c'est un plan copier-coller le même pour tout le monde, il aura un coach perso quand même. Mais après le coût est pas le même aussi, hein. Nous on parle de 149 € par an. Même aujourd'hui en France, on arrive à des planifications chez des coachs au-delà de 100 €, il y a quand même beaucoup maintenant par mois. Donc ça fait quand même presque un facteur de 8 voire 10 à la fin du mois, donc il faut aussi se le permettre. Donc il y en a qui sont pas prêts à mettre ça, donc il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Mais c'est pas pour autant qu'on est moins bon qu'un coach perso, quoi. Il y a juste le côté humain, en présence humaine sur la compétition ou le coup de téléphone avant que ça on n'est pas prêt de pouvoir le faire. Peut-être qu'un jour on pourra créer un espèce d'avatar pour le faire, mais je suis pas certain. Mais en tout cas, tout le reste en termes de planification d'entraînement, analyse de séance, gestion des charges d'entraînement, la technologie le fait très bien parce qu'en fait, ça régit par des règles. Et les règles, le coach l'utilise aussi, quoi. Nous, en tant que coach, on est régi par des règles qu'on a appris en cours, qu'on a appris dans nos formations. Et en fait, ces mêmes règles, on les applique via la technologie. Donc, en gros, la capacité à répondre à un bon plan d'entraînement, on n'a rien à envier à un coach, loin de là. Mais on n'est pas ce même marché et on n'a rien contre eux. Encore une fois, je le dis et je le redis, on n'est pas en guerre avec les coachs perso. Non, non, pas du tout. Ok. Comment est-ce que vous aimeriez voir évoluer ce projet-là dans les années à venir? Nous, on a toujours dit que
tant qu'on n'est pas les leaders sur ce marché-là, on n'arrête pas. On est des compétiteurs, comme tu le sais, et du coup, on met tout en place pour y arriver, clairement. Donc maintenant, bah, voilà, on est bien lancé, là ça fera 1 an, marché francophone, on va partir marché international. C'était une volonté de notre part, et je pense qu'il y a une grosse demande aussi sur le marché anglophone. Donc on va chercher ça, et puis après, bah, ça va être nous développer, nous faire connaître, être plus impactant au niveau du marketing, au niveau de la communication. Développer pas mal de partenariats aussi avec des ambassadeurs. Là, on a fait une petite campagne, on a recruté pas mal d'ambassadeurs hyper motivés. On était même surpris de voir autant de demandes. Donc c'est cool, c'est que voilà, ça valide notre projet, ça valide notre expertise et le produit. Donc on est vraiment content de ça. Donc dans les années à venir, bah, on aimerait se voir comme l'application numéro 1, l'application que voilà, quelqu'un qui veut s'entraîner, qui débute la course à pied, ok, je prends un petit training. Un petit peu comme comme Apple va faire avec les téléphones. On pense directement à Apple, bah, si on pouvait être le Apple de l'entraînement, on serait bien content. Ouais. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi le principal challenge pour vous pour atteindre cet objectif-là? Se faire connaître. Je pense Ok. que c'est clairement ça. Ouais, ça va vraiment être se faire connaître. En fait, pour donner un ordre d'idée, on sait qu'on a des belles stats. C'est-à-dire que sur 10 personnes qui prennent un P training pour l'essayer, il y en a 7 qui prennent la version payante ensuite, qui vont prendre la version premium. Donc ça veut dire que quand même 7 sur 10, c'est quand même un taux de rétention qui est assez énorme. Donc ça valide vraiment le produit et la qualité du produit. Après, bah, la boule de neige est petite, il faut la faire grossir. Donc voilà, c'est bien sûr, bah, les gens font le bouche à oreille, en parlent autour d'eux, donc ça joue pour nous. Puis après, bah, c'est à nous d'être impactant voilà, sur les réseaux sociaux, montrer un petit peu notre expertise, se différencier des autres parce qu'on a des qualités que d'autres n'ont pas. Donc bien les mettre en avant, puis après aller nouer des partenariats qui font du sens, avec des événements qui font du sens aussi. Donc on développe tout ça, et puis bah voilà, on est des petites startups, maintenant on grossit petit à petit, il y a de plus en plus de monde qui travaille avec nous, donc on est content de ça. Et bah ouais, le plus gros challenge, ouais, c'est se faire connaître, ouais, clairement. Ok. Pour conclure cette interview, j'ai 3 questions rapides à te poser. Ouais. Donc la première, c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué? Donc il me semble qu'il n'y en avait pas la première fois. S'il y en a un, tu peux le citer. Sinon, si tu as un Ouais, docu ou un podcast, ça marche aussi. ouais. Bah, en fait, des bouquins, je dirais, il y en a un quand même, c'est de Blaise Dubois, c'est la Ah, clinique du coureur, voilà, ouais. qui a vraiment vulgarisé tout ce qui entoure la course à pied et qui est informatif et tout le monde peut le lire. Et il est pas mal quand même pour comprendre un petit peu l'entraînement, ce que c'est et les blessures, ce que ça engendre, donc il est intéressant. Et après, bah, comme je t'avais dit, c'est vraiment moi je suis friand de tous ces reportages qui suivent les coureurs, pas les coureurs, les sportifs en général. Et ce reportage est inside, ou surtout lorsqu'on voit un petit peu la préparation, le suivi médical des sportifs. Ça m'intéresse beaucoup parce que on le montre pas assez. Souvent on montre la performance, mais on montre pas assez le chemin pour aller vers la performance. Avec les embûches qu'il y a dedans, les bobos, les coups de moins bien, les hauts, les bas. Donc ça, moi j'aime bien quand il y a un reportage qui montre vraiment tout un suivi de saison ou un suivi de carrière. Je suis assez fan, ouais. Ok. Deuxième question, quel est le souvenir que tu aimerais laisser derrière toi? Bah, ça dépend si on parle à plus ou moins long terme, mais moi j'aimerais bien ouais, laisser une trace dans le sens où sportif bienveillant, enfin sportif, allez, on va dire thérapeute et sportif bienveillant qui accompagne au mieux dans le domaine du niveau sportif, ouais. C'est quelque chose je serais assez fier de ça. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Décidément, l'enregistrement a encore fait des siennes, du coup je vais conclure seul l'épisode. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur Maxime et Alpi Training, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens en description. Et pour finir, si vous êtes nouveau sur le podcast, je vous invite à vous abonner et à laisser une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Peace and Flow.